Éric Zemmour est avec nous ce matin. Je rappelle que la Cour de cassation a annulé ce mardi la condamnation d'Éric Zemmour pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence prononcée par la Cour d'appel de Paris à la suite des propos que vous aviez publiés dans le journal italien Corriere della Sera. Je l'ai dit, vous avez un rapport particulier avec cette chaîne jadis qui s'appelait iTélé, aujourd'hui qui s'appelle CNews, puisque vous étiez éditorialiste et vous meniez un débat avec Nicolas Domenach et que c'était à la suite précisément de ce propos que vous aviez été viré de la chaîne. C'est important quand même de le dire. Fatima Benomar est ici, cofondatrice de l'association féministe Les Effrontés, Climent Viktorovitch, Jérôme Béglé et Jean-Claude Dacier. Il y a trois choses. La question, Jean-Claude Dacier, vous avez dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui va se passer? Et vous dites, ça va mal se terminer, ça va se terminer en guerre civile. Moi, c'est très simple. Je pense qu'aujourd'hui, il faut lire d'abord Guy Luy depuis quelques années, tous les livres de Christophe Guy Luy, qui vous expliquent très bien que les gens se sont séparés. Et c'est même comme ça, c'est parce que les populations françaises qui étaient là avant l'immigration arabo-musulmane sont quittées les banlieues qu'il n'y a pas eu de guerre. C'est parce qu'ils ont été chassés et ils ont fui dans ce qu'il appelle la France périphérique. Ça, c'est l'étape qui est déjà arrivée. Donc, quand on nous parle de vivre ensemble, c'est si vous voulez, une sorte d'oxymore. Ça n'existe plus. On parle du vivre ensemble parce qu'il n'y a plus de vivre ensemble. Les gens ne vivent plus ensemble. Bon. Deuxièmement... Les gens en général. Si vous voulez... En gros, oui, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des individus. Si vous habitez dans le 8e, c'est sûr, vous en êtes quand même qui se mettent en difficulté pour accueillir les réfugiés, même en se faisant condamner. Ça veut bien dire que la solidarité existe encore dans ce pays. C'est une autre. Arrêtez de prendre toujours le petit focus au lieu de voir les grandes masses. Phénomène général. Enfin, c'est pas possible de discuter dans ces conditions. À la hache mais c'est comme ça qu'on comprend ce qui se passe. Parce que c'est comme ça, il faut chercher l'essence des choses. Si vous dites la phrase célèbre de Pascal, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Si vous dites un cœur a des raisons que la raison ne connaît pas, vous ne comprenez rien. Si vous dites le cœur, là, on généralise et on comprend. Je fais souvent des actions quand même en banlieue. Je vois bien que la question la question de Jean-Claude Dacier, répondez. Comment ça se termine selon vous? L'avenir, comment ça se termine selon moi et selon François Hollande. Voilà, comme quoi. Et pourquoi François Hollande? Je vais vous expliquer pourquoi. Dans son livre, un président ne devrait pas dire ça. Il dit aux deux journalistes du Monde, tout ça, c'est entre guillemets ce que je dis, tout ça se finira par une partition. Une partition, qu'est-ce que c'est? Il le dit textuellement. Il le dit textuellement, il n'a jamais démenti. Et donc ça se terminera par une partition, c'est-à-dire qu'il va y avoir des régions, des départements, des cités qui vont s'auto-organiser, c'est déjà quasiment le cas, et qui vont petit à petit s'éloigner du territoire national. Je ne sais pas comment. Est-ce qu'ils vont demander leur indépendance comme le Kosovo? Est-ce qu'ils vont... Oui, le Kosovo, c'était comme ça. Le Kosovo, en 1900, il y a 99% de Serbes. En 1990, il y a 99% de musulmans. Ça finit par l'indépendance du Kosovo. C'est comme ça. Voilà. Donc, la démographie, ça existe. Et c'est à des lois impérieuses que ne veulent pas voir. C'est votre analyse. Voilà. C'est une analyse possible. Mais voilà. Climent Viktorovitch, sur cette analyse, vous voulez répondre précisément? Et après, on va parler de la féminisation de la société. Et après, on vous libérera parce que Kali, je rappelle que Kali était au début de notre émission, il ne veut pas parler avec vous. Il a peur de moi. Non, il ne veut pas être complice de vos propos. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il a dit. Mais on l'interrogera quand vous serez parti. On lui dira. Bon. La réponse sur une phrase seulement d'Éric Zemmour. Quand vous dites « ils ont fui les musulmans dans la France périphérique », mais dans cette phrase... J'ai pas dit les musulmans ont fui, moi. Vous parliez de qui? Les Français. Les Français qui étaient là, d'origine européenne. Ce sont les Français qui sont partis beaucoup. Oui. Vous opposez les musulmans aux Français. Vous savez comment les jeunes musulmans appellent les Français? Les jeunes musulmans. Les jeunes musulmans de banlieue, dans les lycées. Les jeunes musulmans de banlieue, dans les collèges de banlieue, comment ils les appellent? C'est archi connu. Ils les appellent les Gaulois. Ils font pas tant de manières que vous. Ils ne font pas tant de manières que vous. Eux, ils voient la différence. Et ils la font. Et ils la font tous les jours. Encore une fois, vous venez à une généralisation. Mais parce que sans généralisation, on ne pense pas. Mais si on se réduit aux individus, on ne pense pas. Mais en généralisant, on pense mal. 75% des musulmans français sont français. Et encore une fois, nationalité française. Nationalité française. C'est les Français qui ont des papiers français, en effet. Vous opposez les musulmans aux Français, vous créez les conditions de la guerre civile. Mais dans votre discours, alors que 75% des musulmans sont français. Ils sont des compatriotes. Clément, il y a le feu. Explique-moi pourquoi Marine Le Pen est en deuxième position à la dernière présidentielle. Ça tombe du ciel. Avec M. Zemmour qu'avec la population. C'est Zemmour qui est responsable. C'est Zemmour qui est responsable. Pas tous en même temps. Mais vous voulez pas voir les réalités, tant pis pour vous. Pas tous en même temps. Clément, je voudrais vous faire part d'un quelque chose qui m'est arrivé il y a 5-6 ans. J'avais enquêté sur
une nouvelle barre d'immeubles qui avait été construite 15 ans avant par un maire de banlieue parisienne. Et il m'explique qu'ils avaient choisi de façon extrêmement précise comment faire ce qu'on appelle du mélange social et qu'ils avaient mis des gens de toute nationalité, de toute histoire. Et de toute nationalité, ça veut dire quoi? Non, parce que des gens qui de toutes origines. Toutes origines, mais aussi des gens qui n'étaient pas français. Voilà, pour dire. Dans l'ensemble des immeubles qu'ils venaient de construire. 10 ans après, le bâtiment A, c'était les Maliens. Le bâtiment B, c'était les Algériens. Le bâtiment C, c'était les Sénégalais. Et le bâtiment E, c'était Français. Les Français. Non, mais ça, maintenant, essayez de mettre des prolos français blancs dans... non, mais c'est vrai, dans un vestiaire de football. Excusez-moi. Qui est même fermé, comment elle s'appelle? Il y a une cité comme ça. Essayez de mettre les gens et regardez s'ils vont vivre ensemble de la même manière. Jérôme, terminez, Jérôme. Et après... Je veux dire que... Cela s'était fait. Non mais c'est très bien. Barricadé dans le 16e arrondissement. On vous coupe pas, mais alors vous avez tous les droits pour couper les autres. Cela s'était fait naturellement, sans heurts, mais irrémédiablement, et la mairie n'avait pas eu son mot à dire. Le maire qui avait organisé ça, qui est un maire plutôt de centre-gauche, en était désespéré et ne pouvait pas faire autrement que constater ça. Éric Zemmour. Je voudrais répondre à ce qui a été dit, parce que c'est très intéressant. Fatima Benomar, qui est cofondatrice de l'association féministe. A tout à fait raison sur un point. Il y a des différences sociales entre les ouvriers blancs français depuis 1000 ans et les bourgeois français. Vous avez tout à fait raison, c'est pas facile de les mettre ensemble, vous avez 1000 fois raison. La grande différence, la grande nouveauté, c'est qu'auparavant, justement, c'est ce que j'essaye d'expliquer par les règles d'airain de l'assimilation, le peuple, les ouvriers français, assimilaient les nouveaux arrivants. C'était le peuple français qui faisait ce travail. C'était pas toujours facile, il y avait des heurts, il y avait des engueulades. Kopa, le joueur de foot, raconte qu'il s'engueulait entre petits Polonais et petits Français et qu'ils se réconciliaient tous à l'église. Vous voyez, j'ai jamais dit que c'était facile. Mais les règles de l'assimilation, justement, qui vous déplaisent tant, avaient une vertu. Mais je n'ai pas dit qu'elles me déplaisaient. Si, manifestement. Je l'ai jamais dit. Et elles avaient une vertu, c'est qu'elles obligeaient les nouveaux arrivants à s'approprier les codes culturels et sociaux du peuple d'origine. La vraie différence, ce n'est pas les différences sociales. Vous avez raison, depuis 2 siècles, il faut lire Philippe Ariès, depuis que les bourgeois se sont séparés des ouvriers au centre de Paris, ça n'existe, il y a des grandes différences sociales. En revanche, les différences, c'est la première fois que les Français doivent fuir des nouveaux arrivants parce qu'ils refusent de vivre selon les modèles qu'imposent les nouveaux arrivants. Ça, c'est une première histoire. Même si vous ramenez des prolos envahir le 16e, d'ailleurs, il y avait eu plein de micro-trottoirs où ils disaient c'est hors de question, on ne veut pas de SDF chez nous. Vous n'écoutez pas ce que je dis. C'est terrible, c'est terrible. Est-ce que c'est la première fois? Alors, il y a un livre qui est sorti, je crois, sur Trapp, où d'ailleurs vous avez dit on n'apprend rien du tout, on sait tout ça depuis des années. Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est la première fois qu'effectivement un type de population a dû quitter la ville parce que... Évidemment que c'est la première fois historiquement. Évidemment que c'est la première fois. Clément Viktorovitch, on parle après de la féminisation? Non. Ah, c'est terminé. Non mais... J'avais dit que je m'en allais à 10h. Mais la féminisation... tant pis, c'est pas grave. Mais alors, juste la féminisation... C'est vrai que je dis des bêtises. Mais non, mais c'est parce que... D'abord, je trouve que le débat est d'un certain niveau et c'est intéressant de pouvoir ensemble discuter et échanger. Clément Viktorovitch, avant la féminisation. Un mot, parce que il faut pas nier les problèmes et que ce que vous décriviez, Éric Zemmour, est une réalité dans certains quartiers. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Et bien sûr qu'il faut pas regarder ça avec des yeux angéliques. 1h05 pour y arriver. Mais non, pourquoi? Non, mais c'est bien. Mais non, mais pourquoi? Parce que c'est la généralisation qui pose problème. Et parce qu'il y a la question des causes. Ce que vous décrivez, c'est aussi des quartiers de la misère. C'est aussi des quartiers de la pauvreté. Vous savez quoi? Tenez. Ma grand-mère vous aurait fait... Alors, la grande explication. Alors, vous savez quoi? Voilà. Okay, en Autriche, il n'y a pas de chômage. Je vous donne une anecdote. En Autriche, il n'y a pas de chômage. Je vous explique. Comment vous expliquez la victoire de l'extrême droite contre l'immigration? En Autriche, il n'y a pas de chômage. Répondez à ma question. Je vous réponds. J'ai une histoire simple qui montre qu'il y a bien un problème de pauvreté et qu'il y a bien un problème. La France a délaissé ses quartiers. Et je le sais. C'est faux. Ah bon? Je vous réponds. Dis-lui prouve le contraire. C'est dans la France périphérique que l'État a délaissé beaucoup plus qu'en banlieue. On a déversé 40 milliards pour rénover les immeubles. J'ai été enseignant pendant 3 ans à l'université de Villetaneuse, Paris 13 Villetaneuse, en plein cœur de la banlieue. J'avais en face de moi, effectivement, des étudiants des quartiers, des étudiants musulmans. Bon, moi, quand j'ai fait ma scolarité à la Sorbonne, que j'avais besoin d'un livre, même le plus récent qui soit, j'allais à la bibliothèque, j'empruntais le livre, il était là, je payais mes droits de scolarité. Mes étudiants, premier cours d'amphi, je leur donne ma bibliographie, il y avait des livres très récents, je leur dis, ça, faites gaffe, la bibliothèque aura peut-être pas le temps de les acheter. Ils ont éclaté de rire. J'ai un amphi qui éclate de rire, qui me disent, mais monsieur,
je découvrais l'université. Mais monsieur, la bibliothèque n'achète plus de livres depuis 5 ans, faute de moyens. Voilà la réalité. La réalité, c'est que on payait les mêmes droits d'inscription. C'est la même université française. Il y en a une qui a des moyens, et encore, qui sont des moyens faibles, parce qu'on peut pas dire que l'université soit surfinancée. Et puis, il y a cette université de Villetaneuse où on survit à peine la tête hors de l'eau. C'est une question de pauvreté. La République a délaissé ces quartiers. Là, au moins, ça n'est pas qu'une question de Là, religion. au moins, il y a une université. Dans la France périphérique, il n'y a même pas d'université. Ça, c'est l'explication de confort, mon cher Clément. C'est du bidon, cette explication. Il y a une phase. C'est du bidon. Il y a une phase dans Et je vous répète encore une fois, le problème n'est pas économique. Il est d'abord culturel. Il est d'abord culturel. La délinquance est culturelle. Oui, la délinquance est culturelle. Mais c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Vous savez parfaitement. Ce n'est pas une. Pour travailler contre des réseaux. Oui, j'essentialise. Mais c'est là où je suis en désaccord avec vous. J'essentialise parce que là, faut qu'on comprenne. Ça veut dire quoi? Moi, faut quoi? La délinquance est culturelle, ça veut dire quoi dans votre esprit? Ça veut dire qu'elle n'est pas économique et sociale. C'est-à-dire qu'ils ne volent pas, ils ne tuent pas parce qu'ils sont pauvres. Ça, c'est un mythe à la Victor Hugo qui est du baratin. Alors, ils volent pour quelle raison? C'est Jean Valjean. Tout simplement parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de pouvoir et accessoirement, ils ont les femmes. Voilà pourquoi ils font ça. Mais là, ce que vous venez de décrire, c'est social. Les caïds de banlieue. Mais lequel île? Les caïds de banlieue. Mais ce que vous venez de décrire, c'est des facteurs économiques, c'est pas des facteurs culturels. Ah, c'est facteur économique, ça? Bah, ils ont beaucoup d'argent. Oui, non, c'est un mode de vie. Ça veut dire qu'ils ne font pas parce qu'ils sont pauvres. C'est pas Jean Valjean, c'est pas Cosette. Mais donc le raisonnement à la Cosette, ça ne marche pas. Les délinquants, vous pouvez retrouver ça parfaitement dans des milieux durs. Pour le coup, moi qui traite avec les questions de trafic d'armes, de prostitution et tout, je peux vous assurer que des Macs blancs, je vous en trouve, mais à gogo. Ils organisent bien des trafics. Donc la délinquance n'a rien à voir avec des références culturelles. Bon, on va terminer. Ça a à voir avec un marché qui s'ouvre et où des gens trouvent des moyens d'en tirer de l'exploitation. Je répondais à ça. On va terminer. On va parler de la féminisation de la société, parce que ça, je voudrais vous entendre là-dessus avant de vous libérer. C'est quoi la féminisation de la société pour vous? Et je voulais simplement, c'est un petit exemple aujourd'hui qui est arrivé, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, c'est la présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet, qui a eu un échange assez musclé avec Robin Reda. Ça s'est passé hier, non pas à l'Assemblée nationale, mais dans les salles dans lesquelles on travaille, en commission de l'Assemblée nationale. Voyez cet échange qui illustre le climat délétère qui peut de temps en temps exister entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Voyez cet extrait et après... Aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui. En fait, je suis un petit peu énervée parce que j'ai eu un SMS tout à l'heure d'un média qui me demandait de suspendre la commission des lois pour que l'un des deux rapporteurs puisse aller en plateau. Et je trouve ça particulièrement scandaleux. Et je tenais à vous le dire. Monsieur, je ne sais pas comment vous êtes organisé pour prendre la parole. Monsieur Pouya, Monsieur Reda. Monsieur Reda, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors, merci pour ces rappels au règlement quasi maternels à notre endroit. J'adore vos réflexions fort misogynes, Monsieur Reda. Non, je dis ça parce que vous pourriez être ma mère. Donc. Je vais commencer le rapport dans un climat que vous avez placé dans une ambiance fort courtoise. Bon, on voit bien la société aujourd'hui dans l'état dans lequel elle est. Robin Reda, franchement, c'est pas très malin et c'est même très bête. C'est même impoli. C'est bête des deux côtés. Oui, c'est bête des deux côtés. Non, mais pas dire que c'est misogyne parce que ça n'est pas, et lui dire que vous pourriez être ma mère, c'est pourquoi vous trouvez que c'est pas misogyne de dire à quelqu'un? Non, mais je pense qu'il n'y a pas de misogynie dans ce que. Attendez, réflexion maternelle. C'est pas mal. Ça n'est pas misogyne ce qu'il a dit. Elle n'a pas à lui dire que c'est misogyne, donc c'est déjà une remarque côté de la plaque. Et lui, quand il répond pourriez être ma mère, c'est idiot. Donc je trouve que l'échange est stupide et ne met en valeur ni l'un ni l'autre. Mais moi je pense que c'est misogyne. Enfin, le fait de qualifier de maternelle un rappel qui est un rappel avant tout politique et juridique, qui consiste à dire que les travaux de la commission des lois sont quand même un peu supérieurs puisque c'est l'élaboration de la législation. Attendez, si on dit que qu'on lui répond merci pour ce rappel maternel. Attendez, si on dit pour ce rappel politique essentiel que Pascal a une attitude paternelle à notre égard. Exactement. Si on dit le général de Gaulle est le père de la nation, alors c'est insultant. Oui, mais non, mais là c'est insultant parce que ça diminue le rappel, me semble-t-il. Pourquoi? Parce que c'est dans votre tête. C'est dans votre tête que ça diminue. Ça diminue pas du tout. Mais bien sûr que si. Mais pas du tout. Mais bien sûr que si. Il y a une connotation qui est péjorative. Excusez-moi, maternelle, pas ça diminue tous ensemble. Ah non, excusez-nous. Si
si on pense que maternelle est péjoratif ou diminuant par rapport à paternelle, excusez-moi, mais on ne sait plus parler français. Non mais Jérôme, il a raison. Non mais Jérôme, c'est pas le rôle du tout de la mère là qui est mise en cause dans cet échange-là. Je suis désolé de vous le dire. C'est une réflexion qui n'a pas à faire. C'est une manière de dévaloriser. C'est une manière de dévaloriser. Alors, mais c'est pas ça qui m'intéresse. De fait, comme ça, je peux encourager moi aussi à lire quelqu'un qui vient de nous quitter, qui est Françoise Héritier, qui a fait justement un travail dont il existe une part qui est synthétisée, qui s'appelle la valence différentielle des sexes. Et effectivement, les mêmes termes du point de vue féminisation ont un effet de dévalorisation par rapport à... Françoise l'héritier. Je ne veux pas héritier, cette grande dame, je ne veux pas dire du mal d'un mort. Qui disait que les femmes étaient plus petites que les hommes parce que l'homme de Cro-Magnon les avait privés de viande. Grande réflexion très intelligente. Voilà la référence si ça peut vous encourager à lire pour le coup les magnifiques travaux de cette personne. Ce que je voudrais savoir, c'est quoi la féminisation? Non, c'est quoi en quelques mots la féminisation de la société et en quoi, selon vous, est-elle dangereuse? Mais c'est très simple, la féminisation d'une société, c'est quand les valeurs attribuées traditionnellement depuis des millénaires aux femmes sont dominantes dans la société. En l'occurrence, les valeurs de dialogue, de consensus, de paix. Voilà, on pourrait en trouver d'autres exemples. J'ai pas réfléchi à la question. Si, vous avez beaucoup réfléchi. Non, j'ai beaucoup réfléchi, mais je veux dire là précisément pour l'émission. Il y a beaucoup d'autres valeurs. Voilà, c'est ces valeurs-là qui dominent dans la société. Dans une société patriarcale traditionnelle, les valeurs qui dominent, c'est les valeurs de l'honneur, les valeurs du courage, les valeurs de la fierté personnelle, les valeurs de la guerre, plus que de la paix. Oui. Donc ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal. Et parfois, vous prenez des exemples, c'est-à-dire vous dites Lino Ventura, ça serait plus possible aujourd'hui. Jean Gabin, ça serait plus possible. Alain Delon, ça serait plus possible parce qu'il serait rejeté. Il n'y a plus un macho dans le cinéma français. Il y a un type d'homme. Il suffit de regarder le cinéma, il n'y en a plus un seul. Mais vous, c'est des faits, ça. Non, mais vous le regrettez. Non, c'est pas les faits. Franchement, il y a encore une récente étude qui montre que dans les films. Non mais vous le regrettez. Non mais vous le regrettez. La plupart des répliques. Il suffit d'aller au cinéma, c'est pas la peine de faire des études. Non mais j'essaye de comprendre, Jean-Claude. J'essaye de comprendre. Mais vous le regrettez, c'est dommage. La société, elle a le droit aussi d'évoluer, forcément. Elle est peut-être plus douce. Dans les années 70, Jean-Claude Dacier travaillait en 1970 à Europe 1. Il n'y avait pas une femme qui travaillait. Il n'y avait pas une femme qui était. Non, Jean-Claude, il n'y avait pas une femme qui présentait le journal. Il n'y avait pas une femme qui dirigeait. Il y avait les femmes, vous conduisiez parfois pas très bien. Je parle en général. En général. C'est-à-dire que les femmes, elles portaient le café, elles étaient secrétaires. Je prétends que le combat féministe dans nos sociétés, et notamment dans la société française, il est gagné à 8 ou 9% près de salaire. Pour le reste, culturellement, je pense, je peux me tromper, mon cher Eric, je pense que le combat féministe est gagné et que ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir, même si c'est un progrès, effectivement, de lutter avec efficacité sur les violences faites aux femmes, sur les violences sexuelles. Terminons sur la féminisation. Vous regrettez cette féminisation de la société pour que les choses soient claires? Moi, personnellement, oui. Moi, je le regrette. Mais pourquoi? C'est tout simple, parce que je pense que comme vous dites, l'adoucissement de la société, c'est tout à fait vrai, vous avez raison. Mais c'est plutôt mieux. Non, moi je crois pas. Sûr. Moi, je pense que justement, c'est un affaiblissement et qui, en général, les sociétés qui s'adoucissent et qui s'affaiblissent finissent mal. Mais déjà, adoucir, c'est pas affaiblir. Pour moi, c'est pareil. Adoucir, c'est pas la même chose. Si, pour moi, c'est pareil. Et pour moi, c'est pareil. Vous avez le droit de dire que c'est pas pareil. Mais pour moi, c'est la même chose. Je veux dire. Sinon, on a le droit de répondre. Oui, bien sûr. Non, mais je prends juste un exemple. Moi, c'est pas moi. Je prends juste un exemple. Si je parle aujourd'hui à des enfants, à des jeunes hommes qui rentrent dans le circuit du travail à 22 ou 23 ans, si je leur parle, comme Jean-Claude Dacier et toute l'équipe que j'ai connue de dirigeants à TF1 en 88 parlaient aux jeunes. Mais aujourd'hui, ils me mettent une main dans la figure. On nous parlait durement. Mais ils avaient raison. On était parfois humiliés. Oui, alors. Vous voyez, mais ça forge. Ça va, vous en êtes sortis? Oui. Vous n'avez pas la traumatisé. Non, mais je prends des exemples concrets. La société. Mais bien sûr. Non, mais la société, elle est plus. Vous allez dire que vous ne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la société, elle est plus douce.
dans la hiérarchie notamment, et que c'est plutôt une bonne chose. Elle est plutôt, c'est plus important, mais peu importe. Je n'ai pas besoin de préciser quand même, mais je le dis quand même que pour moi le courage, la fierté et l'honneur ne sont pas des apanages masculins, mais de tout à l'heure vous disiez que finalement vous répudiez la notion de genre, mais typiquement dire que la douceur est féminine, alors que je peux vous citer plein d'exemples, dont moi-même peut-être, qui n'est pas quelqu'un de particulièrement doux ou quoi, qui a une façon de s'affirmer que vous pouvez relier à un stéréotype de genre masculin. Donc ça, c'est déjà, par rapport aux valeurs que vous avez. Il y a toujours eu des harpies dans la littérature française. D'accord, très bien. Vous voyez bien, donc il y a bien des paradoxes qui s'expriment même dans votre thèse. Mais ce qu'il y a à dire, et ça me semble évident, c'est que la République s'est construite via une citoyenneté masculine. D'ailleurs, en 1848, ils ont eu l'outrecuidance d'appeler ça le suffrage universel, parce que c'était le droit de vote et d'éligibilité des hommes, et que de fait, du moment que les femmes sont devenues citoyennes, c'est-à-dire qu'elles ont un droit de vote et d'éligibilité, donc qu'elles sont en électorat, donc que politiquement, on est bien obligé d'entendre les problématiques auxquelles elles sont confrontées, de fait, on a vu ces dernières décennies des luttes pour le droit à l'avortement, à la contraception, à la criminalisation du viol. Juste, je termine. Alors, le coup de c'est bon, maintenant elles ont tout. Moi, j'ai l'impression ou à peu près. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours. Vous avez culturellement gagné le combat. Est-ce que c'était une catastrophe? Terminé, Fatima Benhamma. J'ai l'impression qu'on nous fait le coup à chaque fois. En 1945, c'était c'est bon, maintenant vous avez le droit de vote, c'est bon, vous avez eu l'égalité. Puis après, c'est bon, maintenant vous avez eu le droit à l'avortement, c'est bon, on peut dire que vous avez l'égalité. Puis après, les lois sur la parité. Puis après, les lois sur la criminalisation du viol. D'accord, on a compris. Ça n'en finit pas. Est-ce que vous savez, dans un pays où vous voyez, qui n'a jamais eu de femme présidente, qui a eu une seule femme première ministre. Elles ont qu'à se présenter. Elles se présentent. Est-ce que les gens votent pour eux? Parce que justement, nous qui faisons le travail de terrain, de voir comment se construit le plafond de verre et qu'est-ce qui les caractérise. Le clicheton, plafond de verre. Attendez. Est-ce que vous savez pourquoi pendant toute la Troisième République, les sénateurs, en particulier les républicains de gauche progressistes, ont refusé obstinément le droit de vote aux femmes? Pour deux raisons. Est-ce que je peux C'était une analyse coupée à la hache, c'est qu'elles auraient forcément voté conservateur ou alors comme le curé ou quoi que ce soit. On voit bien la diversité des votes des femmes. Pas du tout. Plutôt à gauche, d'ailleurs. Aujourd'hui, depuis 81, mais comme d'habitude, elles sont conformistes, c'est normal. Le curé a changé. Aujourd'hui, le curé est de gauche. Donc c'est tout à fait normal que les femmes votent à gauche. Les sénateurs républicains... Non mais, Eric, oui. Les femmes ne votent pas. Oui, majoritairement. Mais je suis. Les sénateurs, mais les républicains... c'est ça mais parce que sinon, je vous répète, la généralisation... Ils ont abstraction de tout un tas de parcours. Là aussi, dans ma famille, je peux vous trouver des femmes conservatrices. Je vous répète, mais c'est évident tout ça. Mais si vous n'allez pas à l'essence des choses, comme disait Socrate, vous ne comprenez rien. Mais là, vous allez à la mauvaise essence, elle est erronée. Les femmes ne sont pas majoritairement catholiques pratiquantes. Donc ça n'a rien à voir avec le curé. On parle du 19e siècle. Mais ça n'a rien à voir avec le curé. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Vous n'écoutez pas. Aujourd'hui, le curé, c'est vous. C'est vous le curé, voilà. Et la chair, c'est là. C'est vous le curé. Je lis pas Clément, je lis François Héritier. Ça veut dire que mes références ne pensent à celles que vous pensez. C'est pire. S'il est le curé, vous êtes peut-être le pape. Pensez qu'une société équilibrée et plus harmonieuse entre les hommes et les femmes, que ça n'aura pas de conséquences dans le siècle qui vient n'est pas raisonnable. Ça a déjà des conséquences. Non, mais ce qui est intéressant, notamment sur le plan de la natalité, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est toujours d'écouter les uns et les autres. Bien sûr. Voilà, Eric a tort ou a raison. Pense qu'une société qui s'adoucit s'affaiblit. Et moi, j'ai on va mettre un siècle ou deux à le vérifier, c'est compliqué. Mais vous n'en savez rien et moi non plus. Je veux dire, voilà. Parce que ça veut dire quoi une société qui s'adoucit? Pascal, si vous saviez le mouvement féministe, vous verrez que la douceur n'est pas. Dans le mouvement féministe, on a essayé de. Dans le mouvement féministe, moi je vois deux choses. Il reste 2 minutes, donc restez jusqu'au bout. Maintenant, il reste 2 minutes et on vous. Vous m'avez bien eu. Je vous ai bien eu. C'est pas tous les jours que je suis en plateau avec Éric Zemmour. Mais non, mais alors est-ce que vous le trouvez sympathique, Éric Zemmour? Je saurais pas vous le dire, je le connais pas assez. Est-ce que par exemple, est-ce que vous appréciez la manière dont l'échange se met en place? En fait, voilà, ce qui me gêne justement, Julien, ça c'est un problème de rigueur. Je vous donne un exemple qui m'avait un peu énervé. C'est quand vous aviez dit sur RTL, c'était une chronique sur les féministes où vous disiez c'est des précieuses ridicules et tout, qui disait que de fait, quand on est contre le système prostitutionnel, on est contre la GPA et les féministes sont tellement bêtes qu'elles sont contre le système prostitutionnel et pour la GPA alors que c'est la marchandisation des corps. Vous avez tout à fait raison et c'est pour ça que de façon écrasante, mais je peux vous le dire,
l'extrême majorité des mouvements féministes sont contre la GPA et justement la dénoncent comme marchandisation des corps au même titre que le système prostitutionnel. Et la petite minorité des femmes qui sont pour la GPA, comme par exemple Elisabeth Badinter, sont aussi pour la réglementation de la prostitution. Ça vous aurait pris 10 minutes de googliser et de voir quelles étaient les positions des associations féministes sur la GPA. Et donc, vous n'avez pas cette rigueur par rapport à l'analyse. Ce sera le dernier mot. Ce sera le dernier mot. Merci de cette admonestation toute maternelle. Arrêtez, ce sera le dernier mot et c'est bien que le dernier mot revienne à une jeune femme qui était en minorité sur ce plateau et je le regrette, qui était Fatima Benomar. Merci. On ne dira rien derrière vos paroles, Fatima. Merci. Merci à Éric Zemmour de s'être prêté au jeu des questions et des réponses. Et vraiment, c'était intéressant sur le fond d'échanger. Merci Clément. J'ai compris que vous n'étiez pas d'accord, mais je pense que tous les deux, je me souviens avoir animé un débat entre Zemmour et Domenech. Vous pourriez tous les deux faire un débat de la même manière que vous pourriez faire un débat toutes les semaines avec Fatima. Et je trouve que ce serait absolument une idée formidable. Jean-Claude Dacier. Moi, il m'a pas répondu sur l'ordre. Ah non, mais c'est fini. Je vous ai dit qu'on parlait pas derrière. J'attends sa réponse la semaine prochaine. C'est pas bien ce que vous avez fait. Merci néanmoins de votre présence. Merci à Marine Lançon qui était en régie avec nous. Vous avez été très très nombreux à nous écouter. Je salue Alain Kézac qui nous regarde. Alain Kézac qui l'ancien président du Paris Saint-Germain qui nous a suivis. S'il vous plaît, messieurs. Et je salue Mathieu Sébil qui était à la réalisation, Grégory Possidalo qui était au son et Audrey Missiraka qui était à la vision. Jean-Claude Dacier, ça vous ennuie pas que je termine l'émission? Mais vous êtes insupportable. Vous parlez de discipline, etc. Et vous êtes le premier à être dissipé autour de ce plateau. Je me venge de tout ce que vous m'avez fait subir pendant des années. L'info se poursuit. Je vais rejoindre Calais. L'info se poursuit sur cette piste.